Attention mesdames et messieurs, l'atterrissage est proche, veuillez attacher vos ceintures de sécurité. La température extérieure est de 31 degrés, la température de l'eau de 26 degrés. Et j'espère que vous avez passé un bon voyage en notre compagnie depuis Shanghai jusqu'à Ugarit. Ugarit, alors en plus un petit voyage temporel, 1300 ans avant Jésus-Christ. C'est un nœud commercial très important. Pourquoi? Parce que Ugarit, comme vous le voyez, est situé au bord de la mer Méditerranée. Ici, c'est l'île de Chypre. Et c'est à l'époque un endroit parfaitement stratégique. Vous avez la Grèce ici et la Crète, deux grands pays commerciaux et de voyageurs. Vous avez ici l'Égypte, ici l'Empire en fait de Perse, quel qu'il soit, parce qu'il a eu plusieurs noms différents, et ici la Mésopotamie. Et au carrefour de tous ces mondes, Ugarit, ville portuaire, nœud commercial très important, une civilisation assez extraordinaire. On a découvert en fait cette civilisation d'Ugarit très tardivement, au XXe siècle, et on s'est rendu compte qu'ils ont produit plus de 5000 textes en quelques dizaines d'années seulement. Et puis Ugarit va disparaître, comme beaucoup de villes à l'époque. Babylone a quasiment disparu. Aujourd'hui, on a plus des fouilles archéologiques qu'une ville à cet endroit-là. Et Ugarit, de la même manière. Aujourd'hui, on a à peine fouillé le quart du site. Donc Ugarit va nous intéresser parce que dans les 5000 textes qu'on a trouvés, on y a trouvé bien sûr des textes religieux, bien sûr des textes administratifs, mais aussi des textes mythologiques et des textes mathématiques. Parce que, comme déjà à l'époque des calculis, si vous vous souvenez, l'écrit a toujours servi aussi la numération et les mathématiques. Alors, Ugarit, pourquoi je vous en parle ce soir? Parce que on a trouvé ceci. Et là, vous devriez tous dire « Waouh !» Allez, alors je recommence. Alors pourquoi Ugarit? Parce qu'on a trouvé ceci. Et voilà, j'en étais sûr. Je savais que vous alliez comprendre l'intérêt de cette magnifique tablette. Et oui, cette tablette qui date de 1300 avant Jésus-Christ représente les 10 premières lettres et les 10 dernières lettres d'un alphabet. Mais un alphabet, on n'en a jamais parlé ce soir. Enfin si, on a juste dit qu'il n'y en avait pas en Chine. Mais sinon, c'est quoi un alphabet? Un alphabet, c'est un caractère qui correspond à un son. Et c'est la première fois qu'on découvre ça. Et c'est très récent. Il y a 50 ans, 60 ans, on ne savait même pas que ça existait à l'époque de 1300 avant Jésus-Christ. Alors, comment ça s'est transmis, comment ça s'est perdu? Beaucoup de mystères encore autour de ces découvertes. Simplement, je vous invite à faire un nouveau voyage. On va aller à peu près 250-300 ans plus tard. 250 ans, donc 250 ans, vous voyez, c'est à peu près le temps qui nous sépare de la Révolution française. Et on va aller pas très loin de là. On va aller chez les Phéniciens. Les Phéniciens, donc on est toujours au bord de la Méditerranée, on a toujours l'île de Chypre ici. Alors, si on devait replacer Ugarit, ça se situerait un petit peu par ici, mais ça n'existe plus à cette époque. On est entre 1200 et 1050 avant Jésus-Christ. Les grandes cités de l'époque, ce sont Tyr, Sidon, Byblos. Byblos, vous connaissez? La cité des livres. Byblos, ça a donné le mot Bible. Bible, c'est livre. On se retrouve donc dans cet endroit qui est aussi un grand carrefour commercial. Les Phéniciens sont des voyageurs et vont apporter beaucoup de choses à tout le reste de l'Antiquité et du monde. Alors, eux utilisent ce qu'on appelle des pseudo-hiéroglyphes. Ce sont en fait des pictogrammes, parfois un petit peu plus complexes. Par exemple, le premier, celui d'en haut, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est. Le bœuf, évidemment, c'est une tête de bœuf, ça représente le bœuf. Et celui d'en bas, je suis sûr que vous reconnaissez aussi maintenant, l'eau, voilà. Ça, c'est assez simple. Simplement, il va y avoir une évolution qui est très intéressante. Parce que tous leurs caractères sont comme ça. Mais ils portent un nom, par exemple, le bœuf, ça s'appelle Aleph. Je vous parle phénicien ce soir. Aleph, voilà, vous savez, voilà. L'eau, ça se dit Moum. D'accord? Vous connaissez le phénicien, c'est bon? On peut continuer en phénicien la soirée? Ou non, peut-être je continue quand même en français. Alors voici comment la tête de bœuf, que vous avez vue ici, s'est transformée en cygne. Donc d'abord, on voit encore les deux cornes du bœuf et une horizontale qui désigne plutôt le sommet de la tête. Et puis on le retourne à 90 degrés à nouveau, comme chez les Sumériens finalement, plusieurs centaines, voire presque un millénaire plus tard. On a la même évolution. Pour l'eau,
on est passé à ce caractère un peu stylisé. Mais ce qui est de très intéressant maintenant chez les Phéniciens, c'est que avec ces reproductions-là, un autre changement s'accompagne. C'est-à-dire que Aleph, ça devient une lettre qui va avoir un son. Même, ça sera le son M. D'accord? Pour la première fois, on se dit, comme ça se dit même, c'est l'eau, ça se dit même. Donc même, c'est M. Et il suffit de... Alors je caricature un tout petit peu parce que c'est pas tout à fait précis, mais si Aleph, ça voulait dire A, il suffirait de mettre M et A, voilà, un même et un Aleph, et ça ferait Ma. Bon, Ma, je ne dis pas dans quel ton. Voilà, pour une petite référence à ce qui s'est dit avant. Alors, par exemple, si je prends le mot signe, qui est la lettre Tav, ça se prononcera T. Et ça, c'est la première fois dans l'histoire qu'on atteint un tel degré, avec Ougarit aussi, qu'on a atteint un tel degré d'abstraction. Parce que c'est très abstrait finalement. Ça représente plus rien en soi. Donc voilà, là vous avez le signe, Tav. Et ici vous avez la lettre Dalet. Dalet, ça voulait dire la porte. Là, pour le coup, je vois pas trop le lien qu'il y a pu y avoir entre la porte et le signe Dalet. Mais bon, et donc Dalet va se prononcer D. Et le signe Tav se prononce T. Voici maintenant l'alphabet complet tel que les Phéniciens l'ont inventé. On a 22 lettres. C'est pas mal quand même, 22 lettres. Ce ne sont que des consonnes, ou presque. C'est-à-dire que parmi les 22 lettres, il y a 4 semi-voyelles ou semi-consonnes, l'équivalent de notre H ou de notre Y. Vous savez, des lettres qui n'ont pas un son bien défini, on ne sait pas vraiment si c'est une voyelle ou une consonne, quoi. Voilà. Et donc là, par exemple, on reconnaît le Aleph qui a encore un peu évolué. Je ne vais pas toutes vous les faire, mais par exemple le Dalet que vous avez vu tout à l'heure. Le Vav qui est ici, il est intéressant, parce que Vav, ça veut dire le clou. Et on reconnaît encore assez bien. Et retenez-le aussi parce qu'on va en parler un petit peu plus tard. Ça, je n'ai même pas besoin de vous demander ce que ça représente, mais j'imagine que vous avez reconnu une échelle. Voilà. On reconnaît notre fameux Tav à la fin. Donc voilà comment les lettres ont évolué. Et vous vous rappelez peut-être aussi de celui-là. Comment il se prononce celui-ci? Ouais, Moum ou Mem. Cet alphabet, il a évolué vers l'hébreu principalement. L'intérêt de l'hébreu, c'est qu'il est très proche. On a gardé les 22 mêmes lettres et il est utilisé encore aujourd'hui. Donc c'est ce qui nous permet de savoir aussi, d'avoir beaucoup de proximité avec le phénicien, justement parce que l'hébreu c'est une continuité. Donc toujours pas de voyelles, quelques semi-voyelles, mais pas vraiment de voyelles. Et il se lit, l'hébreu, vous savez dans quel sens ça se lit? Comme le phénicien, de droite à gauche. Donc on commence par la droite et on avance. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Vav, Zayin, etc. Voilà, donc tout l'alphabet qui va être conservé avec aussi un son qui va être rapporté seulement au 7e siècle après Jésus-Christ. Donc vous voyez qu'entre 1050 avant Jésus-Christ et le 7e siècle, 17 siècles qui séparent, pour qu'on invente des voyelles. Dans cette langue phénicienne qui est devenue aussi l'hébreu. Et les voyelles, en réalité, aujourd'hui, sont utilisées pour apprendre à écrire et à lire en hébreu, mais les bons lecteurs ne les utilisent pas. Par exemple, le journal Le Monde en Israël, qui s'appelle Haaretz, n'utilise pas les voyelles dans ses écrits. Ils utilisent simplement les consonnes. Les voyelles, c'est des petits points qu'on rajoute au-dessus, en dessous. Voilà. Alors, là, je vous parlais du Vav tout à l'heure. Vous le voyez ici, le Vav? Pareil, on voit encore un peu la tête de clou, quoi. Le Bet, ça veut dire la maison. Bet, comme par exemple Bethléem. Bethléem, en hébreu, maison du pain. Voilà, Beth, maison. Et là, vous voyez que c'est une forme de maison d'Israël, pas de France, on n'a pas un toit pointu. Là-bas, les toits sont en terrasse. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que les choses ont évolué. Alors, vous vous rappelez du Dalet de tout à l'heure? Je vous disais, ça ne ressemble pas à une porte pourtant. C'était quel signe? Un triangle, ouais, un triangle. Alors regardez, l'étoile de David, elle vient d'où cette fameuse étoile de David? C'était la signature du roi David. Il signe avec la première lettre de son nom et la dernière lettre de son nom. D, David, hop, ça fait une étoile. C'est le fameux Dalet qui a été utilisé. Je vous disais aussi que les lettres servaient beaucoup à compter. Eh bien, en hébreu comme en phénicien a priori, et même en grec au début, les lettres c'était les chiffres. Par exemple, ici, c'est la première lettre de l'alphabet, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. 100, 200. Voilà, et on comptait comme ça. Alors, c'est un peu compliqué quand on allait au-dessus de 200, mais en général, les troupeaux comptaient pas plus de 200 bêtes, donc ça nous satisfaisait comme ça. Enfin, on peut aller jusqu'à 299 sans aucune difficulté avec ce système. Après, ça se complexifie. Alors, comment on dit bonjour? Non pas en chinois, on le sait maintenant, mais en hébreu.
parce que je ne veux pas que vous sortiez d'ici ce soir en disant « c'est de l'hébreu pour moi ». Comment on dit « bonjour » en hébreu? Shalom. Alors shalom, comment on va l'écrire? La première lettre, ce sera quoi? Le sh. Alors ça tombe bien, on a une lettre qui est le shin ici. La deuxième, ce sera le l. Donc c'est le fameux lamed qui se trouve ici. D'accord, vous avez repéré les trois petites étoiles là, la grande branche. Et on finit par m, qui est ici le mem. Le mem, vous vous rappelez mem? L'eau, d'accord? Bon, il y a une petite subtilité quand même, et je vous punirai pas si vous l'avez pas trouvé, c'est qu'il y avait aussi une demi-voyelle au milieu, et ça donne shalom, sh, l, le vav, et mem. Voilà, vous savez dire shalom, vous savez même l'écrire, le vav, vous savez la tête de clou. Hein. Voilà. Donc maintenant, vous savez lire l'hébreu, vous savez le prononcer, c'est magnifique. On va pouvoir avancer un petit peu mieux. Parce que, évidemment, les Phéniciens ont transmis leur alphabet aux Hébreux, ils l'ont aussi transmis aux Araméens, qui était le peuple qui occupait principalement la Palestine. Jésus parlait l'araméen en son temps. Il a été exporté jusqu'en Afghanistan. Il a été exporté même en Sardaigne, de l'autre côté. Donc vous voyez, l'alphabet s'est répandu partout, et y compris vers les Grecs. Donc là, vous avez sur la première ligne le phénicien. Alors par contre, il a été remis dans l'autre sens. Hein, mais, donc le Aleph est bien à gauche cette fois. Bet, Gimel, etc. Le grec primitif, avec plusieurs évolutions. Et le grec classique, celui qui est utilisé dans les meilleurs moments de la civilisation grecque que nous on connaît, hein, celle qui a donné la démocratie athénienne, etc. Donc on voit quand même vraiment le rapprochement entre le aleph et le alpha. Le bet, on ne le voit pas trop, mais en grec primitif, voilà, ça n'a pas énormément évolué derrière. Gimel, qui voulait dire chameau au passage, bon, ça n'a pas beaucoup changé. Jusqu'au gamma. Le dalet, c'est devenu le delta, etc. Vous repérez la lettre mem, qui est devenue le m, enfin le mou en grec, etc. etc. Lequel, pour les mathématiciens, là, vous connaissez pi. Voilà. Alors il y a évidemment quelques lettres qui se sont perdues. Hein. Il y en a qui sont ajoutées aussi, puisque les Grecs ont inventé des voyelles, mais plus tardivement. Dans le grec primitif et même le grec classique, il y avait très peu de voyelles finalement. Simplement, donc, le tav aussi, j'avais envie de vous le montrer, parce que le tav qui a donné la lettre to, et vous verrez plus tard aussi la lettre t, ça n'a pas beaucoup changé. C'est toujours, ça marque toujours le signe, la croix. Hein. Le sens de lecture, ça c'est quand même intéressant. Le sens de lecture. Regardez. Dans quel sens on écrivait en Grèce? Alors, en fait, en Grèce, on a écrit de droite à gauche à droite, ou même comme ça. Mais avant que le sens ne se fige de gauche à droite, comme en français, on a eu aussi tout un passage où les Grecs écrivaient dans ce qu'on appelait le boustrophédon. Boustrophédon, ça veut dire le bœuf qui trace son sillon. Donc une ligne de gauche à droite, la ligne suivante de droite à gauche, etc. En sillon comme ça. Et ça a été utilisé assez longtemps, en fait. Mais bon, le grec s'est ensuite figé de gauche à droite. Et évidemment, du grec au latin, il n'y aura plus qu'un pas. Vous voyez bien sûr que certaines lettres sont exactement les mêmes. L'ordre n'est pas tout à fait le même. Hein. Le G qui arrive avant le D, c'est normal, c'était le guimel avant. Mais bon, après, les Romains vont aussi faire évoluer leur alphabet. Alors, je voudrais attirer juste votre attention sur deux petites choses. D'abord, le mot alphabet. Vous savez déjà d'où il vient maintenant. La lettre alpha, la lettre bêta, alphabet, on y est. Voilà. Si on était resté sur le phénicien, on apprendrait notre aleph-bet, mais bon, il se trouve que là on est en alphabet plutôt. Vous connaissez tous la lettre Y, mais c'est n'importe quoi la lettre Y. Regardez la lettre Y. C'est ici, c'est upsilon grec. Alors désormais, si vous avez un Y dans votre prénom, vous l'appelez Upsilon grec, parce que ça sera beaucoup plus juste. Le Y, c'est l'iota, et il est resté I en français. Donc, petite déformation, pour l'anecdote. Voilà, juste sachez aussi que s'il y avait 21 lettres au départ dans l'alphabet romain, on a évolué aussi avec le temps. Hein, si vous comptez ici, j'ai pas les 26 lettres, et on est arrivé à nos 26 lettres d'aujourd'hui. Cette image était très intéressante et j'avais vraiment envie de vous la présenter. Parce que si jusqu'à présent l'écriture était réservée aux notables, enfin même aux scribes et aux prêtres, ensuite aux notables, on voit ici cette image vient de Pompéi.
Pompéi, vous savez que c'est un site formidable pour reconnaître la vie quotidienne parce que ça a été enseveli sous la cendre. Et donc quand on a pu faire ces fouilles, on a retrouvé des scènes de vie comme si on avait pris une photo, hein, pratiquement. Et on a retrouvé sur ce mur des affiches électorales. Ce qui signifie que tous les citoyens savaient lire à Pompéi. Donc vous voyez que l'alphabet a aussi permis d'avancer dans ce sens-là. Bon, alors, je vais peut-être m'arrêter un petit peu sur ce voyage de Phénicie jusqu'à Rome. On va faire un petit tour par d'autres endroits. Vous êtes prêts à reprendre l'avion? Où est-ce que je vais vous emmener? Allez, l'alphabet arabe. Vous le connaissez celui-ci. Il est assez tardif, hein, il date du 6e siècle après Jésus-Christ. Et comme très souvent, les alphabets permettent aussi de transmettre une pensée d'une manière ou d'une autre parce que les textes sont écrits dans cette pensée. L'alphabet arabe va être porteur de la religion musulmane, comme l'alphabet hébreu est le garant de la religion juive, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'il ne vient pas du grec ou du latin, il vient de l'hébreu. L'alphabet arabe est une déclinaison de l'alphabet hébreu. Donc on retrouve Aleph, Bet, d'accord, Dalet, Dal. C'est plus proche de l'alphabet phénicien que de l'alphabet latin. Hein, vous vous rappelez l'O, hein, Mime, Mem, Moum, c'est devenu Mime, voilà, etc. Voilà, bon, toutes les lettres, après, on peut retrouver les correspondances. Le fameux Shin de Shalom, il est ici aussi, avec le même son. Bon, ça vous dirait de faire aussi un petit tour du côté de l'alphabet cyrillique? Parce qu'on a quand même une troisième voix à accueillir. Alors on va accueillir pour la troisième voix Anka, qui va nous parler un peu de cyrillique. Donc on continue le voyage parce que je suis persuadée qu'en voyageant, vous avez vu souvent peut-être des lettres écrites en alphabet cyrillique. Il suffit que vous ayez eu la chance ou l'expérience d'atterrir à Belgrade, à Sofia, etc. Donc je vais vous dire aussi bonsoir en ma langue maternelle qui est le croato-serbe. On va développer plus tard. Bonsoir, dobar večer. Donc, je suis Anka, j'habite depuis 50 ans en France et 25 ans à la Bresse. Ma langue maternelle est croato-serbe et j'ai appris le français pendant la scolarité, donc le collège, à partir de l'âge de 12 ans. Je vais encore aux ateliers d'écriture, donc je continue d'apprendre le français. Je compte sur votre indulgence sur les imperfections de mon langage. Donc nous avons presque tous vu, et je vais lire en fait, parce que je ne suis pas une conférencière professionnelle. Nous avons donc tous vu de l'alphabet cyrillique, donc en voyage principalement. L'alphabet cyrillique ancien date du IXe siècle, structuré par le moine bulgare Cyrille. Et je voudrais vous montrer donc ce cyrillique très ancien, ici, dans ce livre plein d'icônes. Il est ici, il s'agit d'un petit objet de prière qui est d'ailleurs dans le musée de Mont Athos en Grèce, mais c'est l'alphabet cyrillique ancien. C'est l'ancêtre de quasiment tous les alphabets cyrilliques. Le russe, qu'on va voir maintenant, voici l'alphabet russe. Ensuite, il y a le bulgare. Par exemple, ici, je vous montre, c'est le mot Sofia, la ville de Sofia. C'est une adresse tout simplement, probablement d'une lettre. Matilio, Fragis, Pozelac, Ulica, etc. Et vous allez voir, ça va s'aggraver, cette histoire. Voilà. En bas, c'est écrit Macedonia, donc Macédoine. Macedonia, vous verrez plus tard d'où ça vient. Ici, nous arrivons sur l'alphabet serbe. Et celui-ci, je vais le développer un peu plus. Donc, latin, cyrillique, et je vous lis le son. A, pardon, A, B, C, Ch, Ch, D, D, J, E, F, G, G, H, I, J, K, L, L, M, N, N, O, P, R, S, Ch, T, U, V, Z, J. Il y a 30 lettres.
Donc cet alphabet a été créé tardivement en Europe, puisque encore aujourd'hui, on se sert de cet alphabet et de ces lettres dans plusieurs pays en Europe, vous allez voir. Donc il a été créé par un érudit, M. Vuk Stefanović Karadžić. Rien à voir avec Karadžić qu'on a entendu parler de façon triste ces dernières 20 années. Donc créé en 1818, et ça devient l'écriture officielle de la Serbie en 1868, après la libération de la Serbie de l'Empire ottoman. M. Vuk Stefanović Karadžić l'a créé à partir de l'alphabet russe, parce qu'à cette époque, on parlait le russe aussi en Serbie, surtout pour l'usage administratif et de l'édition. Il était linguiste, ce monsieur, traducteur et érudit. Il y a aussi une édition très répandue de sa Bible slave. Il y avait même une chez ma mère, mais elle était écrite en alphabet latin. Forcément, nous habitions en Croatie. Vous allez voir, ça va encore se compliquer, cette histoire. La mienne aussi, forcément aussi. Donc, l'alphabet cyrillique moderne, azbuka. Eux, ils disent pas alphabet. Ils disent azbuka. Vous voyez, un nouveau mot remplace le mot alphabet, alors que quasiment dans toutes les autres langues, le mot alphabet existe en tant que mot. Donc, il y a 30 lettres, et chacune d'elles correspond bien à un son. Vous les avez entendus, ces sons. Voici maintenant, il s'agit aussi de rapprocher cet alphabet cyrillique au latin, parce qu'il y a la vie de tous les jours et il y a la pratique, et vous allez voir ce qui se passe. Latin et cyrillique se côtoient sur ce territoire donc de la Serbie et d'une partie des pays qui se servent de cyrillique, et vous allez comprendre pourquoi aussi les deux écritures s'interpellent, aident une l'autre, se contrarient, etc. Donc, la Constitution de la Serbie stipule que la langue officielle de l'État est le serbe, écrit avec l'alphabet cyrillique. Ainsi, l'administration serbe privilégie l'alphabet cyrillique, le gouvernement de Serbie, mais l'Internet oblige, et ça c'est pas vraiment nouveau, mais beaucoup plus accentué actuellement, l'État serbe aussi utilise l'alphabet latin. Il suffit d'aller sur le site de l'ambassade de l'État serbe, par exemple, et probablement bulgare, etc., sur l'Internet, et voir tout écrit en latin. Bien sûr, ça aide beaucoup et tout le monde actuellement. Donc le cyrillique latin, il a aussi ses 30 lettres. Et voici les exemples d'écriture. Donc là, vous avez une écriture stylée, élégante, chic, et ici, beaucoup plus, on va dire, quotidienne, écriture lambda de quelqu'un qui a tracé ces 30 lettres. Elles sont encore une fois là, hein. A, B, V, G, D, J, Ch, Ch, M, M, P, etc. Voilà, ils sont tous là, comme je vous les ai appelés tout à l'heure, dans l'autre ordre. Voilà. Donc maintenant, je vais vous je vais vous lire quelque chose. Voilà. L'alphabet serbe. Član 1. Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svešću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva. Član 1. Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svešću i trebaju jedni prema drugima da postupaju u duhu i bratstvu. J'ai dit exactement les mêmes mots, les mêmes sons, deux fois, mais écrits de deux façons différentes. Donc juste pour conclure, en fait, effectivement, il y a bien l'alphabet cyrillique, comme vous avez vu. Il y a d'autres alphabets, comme le runique, qui sont nés aussi d'alphabets peut-être phéniciens, peut-être grecs, on ne sait pas trop. C'est celui qui est utilisé en Scandinavie, qui était utilisé en Scandinavie. Mystérieux encore dans ses origines, mais il existe aussi.
Et puis on a inventé pas mal d'alphabets qui sont déclinés de l'alphabet latin, donc des alphabets beaucoup plus tardifs, du XVIe siècle, par exemple pour le vietnamien, qui est encore une fois inventé par un religieux pour évangéliser le Vietnam. Des alphabets comme celui que vous voyez en haut, qui est un alphabet inventé par un Amérindien pour transcrire tous les sons de sa langue, plus de 80 signes. Celui-ci, vous le connaissez certainement aussi, c'est aussi un alphabet. C'est un alphabet technique cette fois, mais quand on est non-voyant, c'est bien de pouvoir lire. Donc le braille qui a été aussi inventé. Et puis, je voudrais juste signaler qu'avec toutes ces 26 lettres qu'on a dans l'alphabet latin, on peut écrire des choses aussi différentes et variées que du basque, du finnois, de l'indonésien, du turc, pour Anka, du magyar, ou même du wolof et d'autres choses encore. Cet alphabet s'est adapté à plein de langues différentes. Et pourtant, on a commencé avec des pictogrammes, et bien finissons aussi avec des pictogrammes. On en utilise encore au XXIe siècle en France, avec des pictogrammes ou même des idéogrammes. Là, vous voyez bien, c'est encore un symbole. Et pour certains, on les utilise même peut-être au détriment des lettres de l'alphabet. C'est ainsi qu'on opère un véritable retour aux sources et que notre voyage se termine sur nos émoticônes et nos emojis. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée.